Je vous invite je vous invite à mettre votre micro sur muet pendant la présentation. Puis, donc, c'est une présentation qui va durer autour de 45 minutes, suivie d'une période d'échange et de questions. Donc, c'est avec grand bonheur que je vous présente Louise Darling-Water, qui est en fait la plus française des Britanniques, ou la plus britannique des Françaises. Elle est professeure de politique britannique et d'économie politique à la Sorbonne. Ses recherches portent sur le commerce des services, la santé et le bien-être principalement au Royaume-Uni et de façon comparée aussi. Elle a coédité le livre Understanding Megatrade Deal avec Jean-Baptiste Velu, qu'on salue s'il est là. Non, en tout cas, Jean-Baptiste qui est un membre du CIM aussi, Vanessa Boulet et Valérie Péronel. Elle a aussi co-dirigé en fait un numéro spécial de la revue New Political Economy sur The Dynamics of Inclusion and Exclusion in Trade Politics, dans lequel j'ai eu le bonheur de voir une de mes propositions acceptées. Là, c'était une comparaison entre le Québec et la Wallonie dans la négociation de la SCG. Elle écrit plusieurs articles et chapitres sur le commerce, notamment un dans la revue Économie politique que dirige Christian là, sur la libéralisation du secteur de la santé dans les accords de commerce. Elle écrit donc plusieurs articles sur les thèmes qui touchent le commerce et la santé publique. Elle est présidente du réseau Health, Wellness and Society qui est basé dans l'Illinois aux États-Unis. Elle fait partie aussi de Precision Health Network, un projet de recherche international qui est dirigé par l'Université de Lund et de Malmö en Suède. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente Louise et Louis, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, je voulais juste dire, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'aurais bien aimé être avec vous au Canada. Comme il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de présenter mes travaux chez vous et rencontrer un certain nombre de personnes et puis aussi contribuer aux ouvrages, par exemple celle de Eric. Donc, je vais partager l'écran. Alors, c'est vrai que en général, j'ai tendance à présenter en anglais. Donc, s'il y a des petits problèmes de traduction, je vous prie de m'excuser. Et j'ai choisi de mettre les citations en anglais, l'origine en anglais, et je traduis oralement en français. Juste parce qu'ici, il y a des petits soucis de traduction, c'est mieux que vous avez aussi l'origine. Donc, je souhaite aujourd'hui souligner comment le nouveau paysage des accords progressifs peut remettre en question les notions de souveraineté. Donc, je commencerai par un bref rappel de la littérature sur la souveraineté avant d'examiner de plus près la manière dont l'approche commerciale actuelle de la Grande-Bretagne en matière des accords de libre-échange peut porter atteinte à la souveraineté. J'examinerai donc aussi comment les dispositions des accords de libre-échange, tels que le marché public, la concurrence, le règlement des différends entre investisseurs et États, et les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, jouent un rôle important dans les limites imposées par les accords de libre-échange. Donc, ces aspects seront examinés par la suite à travers le prisme de 3 importants accords signés ou qui sont en cours. Donc, l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui a été signé le 24 décembre 2020 et ratifié le 28 avril 2021. Et l'accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui est actuellement suspendu. Mais je reviens aussi pourquoi ça a toujours un intérêt de réfléchir sur cette question de souveraineté par rapport à cet accord de libre-échange. Et puis, enfin, l'adhésion potentielle qui est en cours, en fait, du Royaume-Uni à l'accord global et progressif de partenariat transpacifique. Après, je vais probablement dire plutôt CPTPP parce que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je travaille sur ces questions en anglais. Donc, pour commencer sur les questions du concept de souveraineté, tout d'abord, il est important de souligner la nature complexe de la notion de souveraineté. C'est un terme difficile à définir et on voit que les écrits scientifiques sur la question de souveraineté mettent en évidence l'émergence de la souveraineté
Et c'est à la suite des traités de paix de 1648 qui sont connus sous le nom collectif de Westphalie, qui établissent l'inviolabilité des frontières et la non-intervention des affaires intérieures des États souverains. Et Brown considère que la souveraineté décrit à la fois le statut juridique et politique. Elle se réfère en fait à la triple capacité d'un État avec la suprématie sur les affaires intérieures, le droit de gouverner son peuple et l'absence d'ingérence extérieure. Alors que le sens traditionnel de la souveraineté impliquait la capacité d'un État à prendre des décisions de politique intérieure de ses frontières sans interférence extérieure, la mondialisation a réduit la capacité du gouvernement à contrôler ses décisions. On voit en fait que la coopération entre partenaires commerciaux est essentielle, et cela pour soutenir le commerce et les investissements internationaux. Les zones de libre-échange et les accords de libre-échange sont donc devenus un élément central de l'élaboration de la politique commerciale. Pourtant, le marché unique de l'Union européenne ne représente pas nécessairement une perte, mais en fait une mise en commun de la souveraineté, car le contrôle est inévitablement étendu au-delà des frontières et des limites de l'État. Donc, le processus est appelé mise en commun ou pooling en anglais, pooling de la souveraineté parce que la souveraineté des gouvernements nationaux n'est pas remplacée par un pouvoir souverain central. Et c'est en fait dans cette perspective où on peut dire que l'intégration européenne n'est pas une menace pour l'autonomie des États membres. Au contraire, elle préserve et renforce même la souveraineté des États. Et les actes supranationaux aident tout simplement les États membres à conclure des accords. Et comme l'affirme Robin Niblett, on peut en effet se demander si le Royaume-Uni a réellement cédé ses souverainetés après son adhésion à l'Union européenne. Le gouvernement britannique avait toujours le pouvoir de déterminer la plupart des politiques relatives à la santé des électeurs britanniques, mais aussi à l'éducation, les retraites, la protection sociale, la politique monétaire, la défense et la sécurité des frontières. Et en fait, le Royaume-Uni contrôlait plus de 98% de ses dépenses publiques. The European Communities Act de 1972 a permis un certain degré de protection du Parlement. La souveraineté parlementaire avec l'adhésion à l'Union européenne a également été confirmée par la section 19 de la loi sur l'Union européenne de 2011. Ainsi, cet argument selon lequel le droit européen l'emporte sur le droit britannique n'est vrai que dans la mesure où le Parlement l'accepte. En outre, le droit européen qui s'applique au Royaume-Uni est en fait le résultat de l'exercice de la souveraineté parlementaire et ne devrait en aucun cas être considéré comme une menace pour celle-ci. On peut dire aussi qu'au sein de l'Union européenne, le Royaume-Uni pourrait contribuer et décider des réponses à apporter aux défis qui dépassent les frontières, liés par exemple aux questions de l'environnement, la gouvernance de l'Internet, la santé encore, la sécurité et le terrorisme. Et donc, selon Martin Wolf, qui est économiste, qui écrit pour le Financial Times, les arguments en faveur d'une reprise de contrôle souverain, vous connaissez bien le refrain Take Back Control, semblent confondre la souveraineté et le pouvoir effectif, ou bien la capacité à contrôler les forces qui peuvent influer sur la sécurité ou bien la prospérité d'un pays. Et donc, au détriment d'essayer de maintenir une souveraineté maximale, le Royaume-Uni a ainsi abandonné les structures formales de coopération économique, et cela au cours d'une période où la mondialisation a mis en évidence les limites de la capacité des gouvernements souverains à assurer la pleine prospérité de la population. On peut dire aussi que les discours étatistes britanniques semblent faire abstraction de celle-ci en présentant le Royaume-Uni après le Brexit comme un grand État commerçant mondial, une grande puissance, le leader du Commonwealth, l'allié des États-Unis, avec un statut souverain post-Brexit.
mais on a prétendu que ces rôles permettraient une plus grande autonomie internationale et libérer des chaînes de l'Union européenne. Avant Johnson, Theresa May a également soutenu une vision de la Grande-Bretagne puissante sur la scène mondiale, avec une portée mondiale conséquente, une force économique, avec une puissance douce, donc soft power. Le mantra de la Grande-Bretagne puissante, martelé par le gouvernement actuel, le gouvernement précédent au niveau mondial, donc ce qu'on appelle Global Britain, peut en partie être lié à la recherche d'une nouvelle identité qui ne date pas seulement du Brexit. Une partie de cette approche a impliqué la promotion de l'anglosphère, l'idée de réunir les nations du monde anglophone. Et cette idée a été popularisée en fait à la fin du 19e siècle, lorsque, comme aujourd'hui, la Grande-Bretagne cherchait à renforcer son influence dans le monde, notamment par le biais d'une alliance plus étroite avec des partenaires commerciaux anglophones, notamment les États-Unis, mais aussi les anciennes dominions de l'Empire britannique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Donc, Winston Churchill a aussi relancé cette idée dans sa publication en 4 volumes, A History of the English-Speaking Peoples, dans lequel il célèbre les contributions des hommes d'État anglophones avec la construction de l'État de droit, de la démocratie, de la paix, de la libre entreprise et du libre-échange. Et en 1999, l'ancien Premier ministre Margaret Thatcher a également célébré les réalisations de l'anglosphère lors d'un discours à l'Union anglophone. Mais bien sûr, la plus grande manifestation de la fierté de l'anglosphère, ou l'Empire 2.0, comme certaines critiques l'ont surnommé, ce dernier temps a été la période précédente, mais aussi actuelle, après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Avant le référendum, David Davis, secrétaire d'État, chargé de la sortie de l'Union européenne sous le gouvernement de Theresa May, a annoncé dans la période de 2016, donc la période avant le référendum, c'est l'occasion de renouveler une relation solide avec les pays du Commonwealth et de l'anglosphère. Et après le référendum, dans un discours lors d'un voyage en Australie en juillet 2017, Boris Johnson a fait l'éloge de Churchill et de sa capacité à décrire le génie particulier des peuples anglophones. Et au-delà de l'anglosphère, l'idée que la Grande-Bretagne pourrait également tirer le meilleur parti du commerce avec les nations émergentes, telles que la Chine, l'Inde, faisait vraiment également partie du mantra de la Grande-Bretagne globale, Global Britain again. Toutefois, on voit que la conception, on peut dire, populiste de la souveraineté, fondée sur cette idée de la reprise de contrôle, est vraiment dépassée parce qu'elle prétend que l'État, on peut dire aussi c'est dépassé parce que le Royaume-Uni n'a plus un rôle très important dans les échanges mondiaux, mais aussi parce que l'État est toujours capable de, parce qu'elle prétend que l'État est toujours capable de prendre toutes les décisions à l'intérieur de ses frontières. Il semblerait donc que la notion de souveraineté pour les gouvernements actuels intérêts pour les Brexiteers soit totalement incomprise ou au mieux un outil rhétorique influencé par la nostalgie impériale. Donc, cette rhétorique est également fondée sur une mauvaise compréhension de ce qui est réellement l'Union européenne ou de son fonctionnement en tant qu'institution. Et on peut dire que grâce à l'appartenance à l'Union européenne, le Royaume-Uni avait plus d'influence dans le monde et la mise en commun de la souveraineté dont on a parlé tout à l'heure ne limitait pas le pouvoir national. Donc, avant la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, cette observation a été aussi confirmée en dehors des frontières britanniques. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, est allé jusqu'à dire que quitter l'Union européenne affaiblirait le pouvoir et la souveraineté du Royaume-Uni à l'ère de la mondialisation. Et le président américain Barack Obama, vous savez, on sera en fin de file pour les accords, mais il a aussi souligné que l'appartenance à l'Union européenne amplifiait le pouvoir du Royaume-Uni et qu'il sera réduit en dehors de l'Union. Donc, toutes ces affirmations soutiennent l'idée que la souveraineté individuelle des États est limitée dans un monde interdépendant.
Un fonctionnaire de l'Union européenne chargé du Brexit aurait déclaré que les pays souverains n'existent plus. C'est une illusion des Britanniques. Pourtant, le Brexit a également suscité un débat sur les questions de savoir où se trouvait le pouvoir souverain. Donc ça, je vais peut-être en passer. Mais tout ça pour dire que selon Elliot, tout ça souligne à quel point la souveraineté a été mal perçue, parce qu'il ne s'agit pas d'un concept binaire. En fait, accepter qu'il y a des limitations à la souveraineté en concluant des accords internationaux, parfois juridiques contraignants, est en fait un moyen d'accéder la souveraineté, en mettant les ressources juridiques de l'État au service d'objectifs jugés valables, que ce soit en termes politiques, économiques, diplomatiques ou autres, et qui justifie la réduction de la liberté d'action réduite qui en découle. Donc, on voit que depuis le départ de l'Union européenne, le débat porte désormais sur les questions de savoir dans quelle mesure le nouveau modèle commercial de la Grande-Bretagne lui permettrait de retrouver sa pleine souveraineté. Dans quelle mesure les accords de libre-échange sont-ils libres? Et c'est un point qui a été évoqué dans l'introduction de publication par Jean-Baptiste Velu, qui a aussi été repris du discours de Henderson. Donc, de quelle mesure les accords de libre-échange sont-ils véritablement libres? Et dans un rapport rédigé par le comité restreint de la Chambre des Lords sur l'Union européenne 6 mois après le référendum, il est affirmé qu'il existe nécessairement un compromis entre la libéralisation du commerce et l'exercice de la souveraineté. Il affirmait que c'était le cas lorsque le Royaume-Uni a rejoint la communauté économique européenne et a changé un accès préférentiel contre la souveraineté, et que cela, ou on avait parlé de mise en commun, cela s'appliquerait également dans le cas spécifique des accords signés par le Royaume-Uni après le Brexit. Donc, la souveraineté est nécessairement restreinte, car les accords commerciaux exigent une harmonisation des règles pour des produits, et cela afin de supprimer les droits de douane. En tant que l'État membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni est soumis à la Cour de justice de l'Union européenne. En dehors de l'Union européenne, il est soumis à des règles qui sont contraignantes en vertu du droit international, et que ce soit au terme de l'OMC ou autre. Et le rapport de ce comité restreint conclut donc que l'idée qu'un pays puisse avoir une souveraineté réglementaire complète, tout en s'engageant dans des accords de libre-échange avec ses partenaires, repose sur une mauvaise compréhension de la nature du libre-échange. Et c'est vrai que les accords de libre-échange modernes prévoient une harmonisation réglementaire qui sont nécessaires pour éliminer notamment les barrières non tarifaires. Et le rapport conclut que plus les accords sont approfondis, comprehensive trade deals, qui cherchent à signer, ils cherchent à signer des accords plus approfondis, plus grande sera la perte de souveraineté. Mais toujours est-il, c'est qu'on a l'impression que les négociateurs britanniques actuels continuent de faire abstraction de cette question en martelant le fait qu'ils ont en effet gardé la souveraineté. Donc, on voit une série de, ça c'était Theresa May, mais puis Johnson, cette idée de recaptured sovereignty ressort de tous ces discours depuis le Brexit. Et là encore. Je vais passer maintenant à la question des obstacles techniques à la pleine souveraineté dans les accords de libre-échange. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, et comme l'affirme Henderson et puis Velu, les accords de libre-échange ne sont en fait pas libres du tout. Si l'objectif est de réduire les obstacles au commerce, ils contiennent également un certain nombre de dispositions qui dictent les restrictions au commerce, principalement sous la forme d'obstacles non tarifaires que les pays signataires souhaitent inclure dans les accords. Donc, les États-Unis sont considérés comme ayant accordé un degré considérable d'autonomie économique aux entreprises et aux organisations. Et en fait, il en va de même au Royaume-Uni, où l'autonomie des entreprises est également soutenue.
Le commerce international a donc été dicté en fonction de ces bases et le régime commercial multilatéral a été réécrit de sorte que les politiques nationales interventionnistes sont considérées comme faussant les échanges. Et Funk et Zhang affirment que l'hypermondialisation et les politiques démocratiques ont vraiment rendu difficile la réalisation de la souveraineté nationale, car la mondialisation est en fait contraint l'élaboration des politiques économiques nationales. Ils entraînent une restriction de l'espace politique national. La mondialisation est considérée comme une menace pour certains pour la souveraineté nationale en raison des flux financiers mondiaux, le pouvoir de coopération des multinationales, le pouvoir, l'Internet, etc. Les multinationales ont un impact majeur et elles sont une importante source de revenus. Donc, si un État ne parvient pas à garantir que les conditions sont favorables aux multinationales, il peut, bien sûr, en compétitivité mondiale. Et la supranationalité est donc considérée comme une menace pour la souveraineté nationale, car elle implique une situation dans laquelle une autorité internationale peut imposer sa volonté sur les États souverains et indépendants. Donc, les accords de libre-échange peuvent renforcer le pouvoir des entreprises et de tels accords dictent les règles de commerce à travers le monde et particulièrement au XXIe siècle. Les accords commerciaux, qu'il s'agit d'accords transrégionaux ou des accords bilatéraux, tentent, vous le savez bien, d'éliminer, de réduire ou de prévenir les obstacles non tarifaires. Et comme Finbo le souligne, le processus de l'OMC a conduit à la signature d'un nombre important d'accords régionaux et bilatéraux qui soulèvent toutefois de nouvelles questions, donc on a dit qu'elles menacent la souveraineté nationale, ou si on se préfère, menace le droit d'un gouvernement à gouverner sur les questions d'intérêt national, notamment dans les domaines de l'investissement, de la propriété intellectuelle, des services publics et de la réglementation. Et Finbo affirme que les élites institutionnelles et les entreprises transnationales qui poussent à la conclusion d'accords économiques réduisent la portée de la gouvernance démocratique. Non seulement elle contraint les États, mais leur donne aussi du pouvoir par le biais d'accords transnationaux. Et ces derniers obligent les démocraties libérales à apporter des changements aux programmes et aux réglementations. En fait, ils limitent les droits du gouvernement démocratique, en particulier dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de l'arbitrage et du règlement des différends entre investisseurs et États. Et Gatti affirme que les accords commerciaux bilatéraux et régionaux sont les principaux moyens de renforcer la protection des investisseurs, de marchandiser les services publics et de garantir les droits des investisseurs et de réduire le contrôle souverain. Cerny, Mentz et Soderberg ont mis en évidence une alliance puissante entre les institutions transnationales, les entreprises, les groupes de réflexion et des communautés épistémiques qui ouvrent à l'augmentation des droits des investisseurs, de la protection de la propriété intellectuelle, et cela au détriment de la responsabilité démocratique d'un gouvernement. Donc, les États qui sont liés à ces accords transnationaux voient leurs actions en fait limitées. Mais il faut dire qu'il existe néanmoins un débat sur la mesure dans laquelle les accords de libre-échange menacent la souveraineté des États et la gouvernance démocratique. Donc, on a déjà questionné la notion de souveraineté, nous avons parlé de questions de mise en commun. Donc, le débat reste sur ces questions-là. Certains, comme Colin Crouch, évoquent une ère post-démocratique avec l'avènement d'une connectivité mondiale accrue. D'autres, comme Carolyn Sabinski, déplorent la perte de pouvoir au profit des élites coopératives mondiales. Held souligne un dégroupement de la souveraineté ou la fin du contrôle exclusif de l'État sur le territoire et la population et l'émergence d'un complexe de gouvernement mondial avec une pluralité d'acteurs et des niveaux de coordination. En fait, il décrit comment les réseaux sont à la fois formels et informels,
qui implique divers acteurs commerciaux et qui cherchent à établir des mécanismes de régulation transnationaux et selon leurs propres termes. Donc, il existe des dispositions spécifiques dans les accords commerciaux qui augmentent le pouvoir des investisseurs, mais qui, en même temps, on ne peut pas nier, limitent les actions du gouvernement national. Et je voudrais en fait faire le point sur deux de ces questions assez rapidement avant de considérer en plus de détails les trois accords de libre-échange dont j'ai parlé en début de séance. Donc d'abord, la question de la protection des investisseurs et la limitation de l'intervention du gouvernement national. Donc la protection des investissements est considérée comme une menace particulière pour la souveraineté nationale parce qu'elle constitue une influence extérieure sur la prise de la décision gouvernementale. Et Finbo démontre que l'une des principales réalisations des acteurs et réseaux transnationaux a été la création d'un régime d'investissement. Bon, ce n'est pas le seul, il y a beaucoup qui a été écrit sur ce sujet. Le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, RDIE, ou Investor State Dispute Settlement, ISDS. Donc, ce mécanisme permet aux investisseurs potentiels de contester et même de poursuivre les États s'ils ont des peurs de profit réels ou potentiels. Les effets sont jugés par des tribunaux. Donc, les arguments, il y en a qui sont en faveur des dispositions RDIE, sont en fait qu'elles protègent les investisseurs, ils fournissent des règles claires en matière d'investissement. Et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement stipule que les accords internationaux d'investissement peuvent offrir une voie pour la résolution des différends entre investisseurs et États qui permet de surmonter des accords importants de maintenir les relations d'investissement. Le recours peut également garantir business as usual. Cependant, les critiques considèrent le mécanisme RDIE comme une menace pour la démocratie et les politiques publiques et qui peuvent remettre en cause la protection et les réglementations environnementales, de santé, etc. Les syndicats et les ONG critiquent l'indépendance et l'impartialité des arbitres. Et la crainte est que les dispositions de ISDS dans les accords commerciaux peuvent permettre aux investisseurs d'annuler les décisions des tribunaux nationaux, les lois et les règlements qui sont en place pour protéger la santé publique, l'environnement et l'intérêt public plus généralement. Les règlements coûteux et les résultats positifs pour les investisseurs, en fait, limitent la prise de décision et les droits de l'État à statuer. Et on peut citer de nombreux cas litigieux, comme vous pouvez voir avec ce tableau, en question, bon, c'est pas exhaustif, mais dans les questions de santé publique, les services de santé, l'environnement, les droits des travailleurs et les institutions financières. Donc, les tribunaux défendent une réglementation gouvernementale raisonnable dans un certain nombre de cas, mais on peut voir, effectivement, dans un certain nombre de cas, les multinationales ont pu utiliser des mécanismes internationaux qui sont non élus pour pouvoir pour poursuivre des États pour avoir empêché le libre-échange et l'investissement. Toutefois, les accords internationaux plus récents, tels que le CETA, contiennent des déclarations explicites sur les droits des États à réglementer dans l'intérêt public. On peut voir avec la clause suivante, les parties réaffirment le droit de réglementer sur le territoire afin d'atteindre des objectifs politiques légitimes, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité de l'environnement, la protection sociale ou des consommateurs, la promotion et la protection de la diversité culturelle. Les accords récents ont également prévu des ajustements visant à protéger l'autorité gouvernementale, de réglementer dans les domaines de la protection des consommateurs, de l'environnement, des normes sanitaires et les droits de l'homme. Cependant, certaines analystes ont suggéré que malgré ces améliorations, le modèle d'arbitrage contraint toujours la souveraineté et la gouvernance démocratique.
Donc, le deuxième exemple qui est très important aussi, c'est la question de la protection de la propriété intellectuelle, parmi d'autres. En fait, j'ai vraiment mis le point sur ces deux questions. Donc, c'est un problème majeur parce que, et en particulier dans le domaine pharmaceutique, dans le secteur pharmaceutique, où la hausse des prix des médicaments dû aux accords commerciaux qui ont augmenté le protectionnisme en matière de propriété intellectuelle pose réellement des problèmes majeurs. Donc, les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, négociés à la fin du cycle de l'Uruguay entre 1989 et 1990 et administrés par l'OMC, avait pour but d'harmoniser les droits de propriété intellectuelle. En plus, la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPC, ou TRIPS, et la santé publique visait à rétablir par la suite l'équilibre et à permettre, notamment aux pays en développement, d'avoir accès aux médicaments essentiels par le biais de les flexibilités, qui équilibre la protection de la propriété intellectuelle et les impératifs de la santé publique. Cependant, les États-Unis ont cherché, par le biais d'accords commerciaux bilatéraux et régionaux, à de nouveau renforcer les droits de propriété intellectuelle. Et on peut voir que bon nombre de leurs accords de libre-échange bilatéraux comprennent des normes, ce qu'on appelle TRIPS plus ADPC+, qui exigent des pays signataires de renforcer les droits de propriété intellectuelle et accepter une protection plus stricte que celle même de l'accord TRIPS de l'ADPC, sans les flexibilités que je viens de mentionner. Et l'argument des États-Unis est que l'ADPC ne fournit pas une protection suffisante pour les produits pharmaceutiques ou la récupération des coûts de recherche et développement pour ces produits qui est important. L'ADPC comprend donc des dispositions qui étendent des brevets au-delà de la période de 20 ans, les TRIPS plus provisions. L'adoption de telles dispositions se traduit par une protection plus forte des brevets et peut donc conduire à des pertes de bien-être statique en raison de pouvoirs monopolistiques où on voit très peu de fournisseurs présents sur le marché jouissant d'un monopole ou réalisant des bénéfices extraordinaires, ce qui peut entraîner des prix plus élevés pour les consommateurs et même des médicaments inabordables. Donc, l'utilisation généralisée des brevets empêche l'arrivée sur le marché de versions génériques moins chères et la baisse du prix des médicaments. On voit les tendances récentes à attendre la durée des brevets au-delà de la période de 20 ans, prévue initialement par l'accord sur les ADPC, que cela suscite de profondes inquiétudes. Compte tenu de ces restrictions potentielles, de la capacité du gouvernement à décider des questions d'importance nationale, et plus particulièrement sur des questions essentielles telles que la santé publique, il convient maintenant que je tourne et je vais retourner sur les questions particulières des accords commerciaux qui ont été signés ou qui sont en cours de signature, étant donné que c'est important de considérer des menaces, étant donné que tous les accords commerciaux exigent des parties qu'elles modifient une partie de la législation nationale afin de pouvoir réduire les droits de douane. Et cela s'explique par le fait que ces changements auraient un impact sur les lois fiscales, les lois fiscales, les lois relatives au traitement des entreprises étrangères, la sécurité des consommateurs ou le règlement des litiges différents entre les États. Donc, je vais d'abord commencer par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, le 24 décembre 2020, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu un accord commercial pour définir les futures relations commerciales. Comme vous le savez, après une série de négociations longues et controversées au cours de la période de transition. Et donc, cet accord prévoit des droits et des contingents nuls sur toutes les marchandises conformes aux règles d'origine appropriées, bien qu'elle n'allège pas les droits de douane non tarifaires
et à créer des défis, c'est ce que vous avez probablement au courant, donc vraiment beaucoup de défis logistiques, réglementaires et administratifs. Et cet accord a également imposé des restrictions, notamment sur les produits d'origine animale, qui ne respectent plus les réglementations européennes en matière de nom de produits. Donc, enfin, lors de la signature de l'accord, cet accord, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est vanté le mantra qu'on connaît très bien, Take Back Control. Nous allons reprendre le contrôle de notre politique commerciale, reprendre le contrôle de nos eaux, reprendre le contrôle de notre argent, reprendre le contrôle de nos frontières. Et plus important encore, on va reprendre le contrôle de nos lois, n'accordant aucun rôle à la législation de l'Union européenne et aucune compétence à la Cour de justice européenne. Les seules lois auxquelles nous devrons obéir sont celles faites par le Parlement que nous avons élu. Johnson soutient donc que cet accord réaffirme la souveraineté parce qu'il ne donne pas les pleins pouvoirs à la Cour de justice de l'Union européenne pour résoudre les différends. Toutefois, le Royaume-Uni est toujours lié dans une certaine mesure aux règles et réglementations de l'Union européenne, car s'il écarte des normes européennes, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans les domaines tels que les droits des travailleurs ou la protection de l'environnement, santé, les droits de douane peuvent être réétablis. Donc, les deux parties se sont engagées à respecter les conditions de concurrence équitables en maintenant de hauts niveaux de protection dans le domaine tels que la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la tarification du carbone, les droits sociaux et les droits des travailleurs, la transparence fiscale et les aides d'État, avec une mise en œuvre efficace au niveau national et un mécanisme contraignant de règlement des différends. Et aussi la possibilité pour les deux parties de prendre des mesures correctives si ce n'est pas respecté. Le non-respect donc peut conduire à la suspension des obligations du traité. Comme il n'est plus membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni ne peut plus participer aux négociations menées par l'Union européenne avec des tiers qui auraient pu éventuellement éviter des sanctions. Et dans ce cas, les sanctions, bien sûr, sont l'imposition du droit de douane. Donc, comme le souligne Elliott, le Royaume-Uni est devenu donc un preneur de règles plutôt qu'un décideur. Et Kaplan affirme que même si nous acceptons l'idée selon laquelle le Royaume-Uni a retrouvé son pouvoir souverain, on peut dire qu'il est inévitablement à changer sa souveraineté contre la prospérité. Car le nouvel accord n'offre pas une protection suffisante, par exemple, de la City de Londres ou l'industrie automobile. Et on sait que la plupart des estimations prévoient les pertes de production à long terme qui seront très élevées. Donc, le deuxième accord que je trouve intéressant, c'est celui du Royaume-Uni et les États-Unis. On sait que depuis l'arrivée au pouvoir de Biden, l'administration Biden ne considère pas l'accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis comme une priorité. Il a probablement raison, mais donc cet accord a été suspendu et même si on reprend les négociations, ça risque d'être une affaire de longue haleine. On n'est pas sûr pour l'instant si les négociations reprendront. Mais il me semble toutefois intéressant de considérer ce qui était déjà mis sur la table et l'importance dans cette question de perte de souveraineté ou regain de souveraineté que plutôt ce qu'on martèle au gouvernement britannique. Donc, les négociations pour un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis ont été lancées le 5 mars 2020. Donc, du côté des Britanniques, un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis est considéré comme une opportunité importante pour le Royaume-Uni d'augmenter ses échanges avec son principal partenaire commercial. C'est vrai que les estimations des gains, même ils ne sont pas globalement très, très importants, sont parmi les autres partenaires pays avec qui ils ont déjà négocié des accords où les accords sont en chance. Et les États-Unis est toujours en fait en première position pour les gains d'un tel accord.
Et donc, le document gouvernemental du Royaume-Uni qui met en évidence les ambitions pour un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui a été publié en 2020, prévoit des gains de 15,3 milliards de livres sterling à long terme, qui est moins d'1% de PIB. Donc, ce n'est pas très important tout de même. Une augmentation des salaires des travailleurs britanniques sur 15 ans, une réduction des prix des produits alimentaires et une réduction des prix des biens de consommation. Il estime également qu'un chapitre sur le commerce numérique avec les États-Unis pourrait apporter des gains qui, pour l'instant, sont difficiles à calculer, à mesurer dans l'état actuel des choses. Avant le début des négociations, chaque partie, donc, comme je vous ai dit, a publié ses objectifs. Les États-Unis ont publié d'abord, en fait, en date de février 2019, et dans la publication publiée par le Office of the US Trade Representative, ils étaient particulièrement intéressés par un accès au marché alimentaire britannique, en allégeant les barrières qui ont jusqu'à présent réduit l'accès des États-Unis au marché agricole. Elle a notamment demandé la réduction des barrières non tarifaires, telles que les normes pour les marchandises, qui constituent, selon eux, une discrimination à l'égard des produits agricoles américains. Cependant, la modification des normes alimentaires pour permettre aux États-Unis à accéder à ces marchés agricoles pourrait entraîner la résurrection des barrières commerciales avec l'Union européenne si le Royaume-Uni s'écarte trop des normes européennes en matière de sécurité alimentaire. Et c'est pourquoi le document du Royaume-Uni qui expose sa position de négociation, donc je viens de parler, qui a été publié en 2020, souligne que les normes alimentaires seront maintenues et qu'aucun changement important ne sera apporté à la réglementation alimentaire. Donc là, on voit déjà un point de désaccord important. Il fait également état des réserves sur la libéralisation des droits de douane dans le domaine de l'agriculture. Et les consultations menées auprès de la société civile et du monde des affaires en vue d'une perspective d'un accord bilatéral ont relevé que la protection du National Health Service, donc le système de santé britannique, et d'autres menaces pour la santé publique, donc liées en fait à la sécurité alimentaire, donc je viens de mentionner, et liées aux accords commerciaux bilatéraux, suscitaient des inquiétudes. En outre, pour dire qu'en fait, les consultations pour chaque négociation ont été menées, comme est le cas aussi pour les négociations au Canada. Et donc, les répondants ont également mentionné le mécanisme RDIE, Global Justice Now and War on Want, donc deux ONG, ont critiqué ce dernier. Ils ont exprimé leur crainte pour la création de, je cite, des tribunaux secrets dont le pouvoir juridique s'étendrait en dehors du cadre juridique britannique. Ils ont demandé la mise en place d'un mécanisme de plainte afin de garantir que les individus, les groupes ou la communauté puissent être défendus contre les investisseurs privés. Donc, quant aux préoccupations relatives à l'accès du Royaume-Uni à des médicaments abordables ou la remise en cause de l'accord sur les produits pharmaceutiques britanniques, le document de positionnement du Royaume-Uni publié en 2020 souligne que la déclaration de Doha sur la santé publique et l'accord sur le ADPC, y compris la flexibilité convenue, ne sera pas remise en cause. En même temps, il propose de maintenir les clauses de concurrence. Et en ce qui concerne les marchés publics, il propose d'aller au-delà du niveau fixé par la Cour sur le marché de l'OMC, tout en tenant du compte des intérêts publics, y compris de la nécessité de maintenir la protection des marchés publics essentiels tels que le NHS, le National Health Service. Toutefois, aucune mention n'est faite de l'intention d'exclure les clauses ADPC+, ou de la manière d'atténuer l'impact potentiel de telles clauses sur les prix négociés dans le NHS. Dans les objectifs généraux annoncés dans ce document du ministère, le gouvernement déclare qu'il a l'intention d'exclure les négociations du prix pour les médicaments. En citant, le prix que le NHS paye pour les médicaments ne sera pas sur la table.
Mais cette déclaration reste vague. Le gouvernement devrait encore clarifier comment exclure le prix des médicaments des négociations, comme mentionné dans le document du ministère britannique du Commerce, si les clauses TRIPS+, ADPC+, sont effectivement incluses dans l'accord de libre-échange. Il faut dire que le système de tarification en Angleterre est assez complexe. Il y a un accord, le Pharmaceutical Price Regulation Scheme. C'est un accord volontaire entre le Department of Health, donc le ministère de la Santé, et le British Pharmaceutical Industry. Et 94% des entreprises pharmaceutiques britanniques sont membres. Et cela afin de contrôler les dépenses en médicaments. Donc, le principal défi consistera donc à résister aux pressions américaines visant à modifier la manière dont le Royaume-Uni réglemente les produits pharmaceutiques dans les accords commerciaux. Et donc, on voit énormément de défis par cet accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, je vais finir sur la dernière question. Là, on a peut-être moins d'éléments parce que c'est vraiment en cours, mais je vais juste 2-3 mots sur l'accord, l'adhésion au CPTPP, donc l'accord global et progressif pour le partenariat transpacifique. J'utilise en anglais, c'est déjà difficile en anglais, donc en français, pour le retenir, c'est encore plus difficile. Donc, comme l'a souligné le secrétaire d'État au commerce international, Liz Truss, de toutes les opportunités que j'ai vues, je pense que le CPTPP est l'une des plus importantes. L'adhésion au CPTPP permettrait au Royaume-Uni de s'associer à la région du Pacifique qui connaît une croissance rapide. Elle affirme qu'il n'aura que des avantages et aucune obligation. Il n'y a pas de Cour de justice européenne, il n'y a pas d'harmonisation de la réglementation nationale, il n'y a pas de saisie de notre pouvoir souverain. Donc, elle souligne que le gouvernement britannique s'emploierait à obtenir l'adhésion et c'est vrai que le 1er février 2021, Truss a annoncé que le Royaume-Uni avait notifié au CPTPP son intention d'y adhérer et un working group a été mis en place pour travailler sur l'adhésion du Royaume-Uni. Donc, le CPTPP a été signé par 11 pays du Pacifique, l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Singapour et le Vietnam. Mais quitte la question sur la réduction de pouvoir souverain du Royaume-Uni. Il convient de noter que le Royaume-Uni demanderait en fait l'adhésion au partenariat préexistant avec des pouvoirs de négociation limités pour modifier l'accord. Il devrait accepter les conditions, donc un preneur de règles et non pas un décideur. Et un autre problème est que puisque les dispositions principales du CPTPP ont été établies dans le cadre précédent, donc du Trans-Pacific Partnership, et auquel les États-Unis ont été partis, on voit les mêmes questions et les mêmes problèmes des normes qu'on avait posées ou développées sur l'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, les normes et règlements sont basés sur un système de procédure américaine différent de celui de l'Union européenne. Et le Royaume-Uni devrait donc adhérer ou trouver un équilibre entre les différents régimes réglementaires. Cela comprendra également toutes les menaces subventionnées liées au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et un renforcement de propriété intellectuelle, étant donné qu'elle est basée sur des accords de type américain. Donc, on affirme que dans cet accord, il y a un équilibre entre la protection des investissements et la discrétion réglementaire. Il y a eu des changements depuis le développement du TPP, mais certains observateurs estiment toutefois qu'il ne s'agit peut-être que d'un moyen de légitimer un système défectueux. Donc là, on voit, donc je vais terminer sur ce point-là parce que je vais dépasser un peu le temps, pour dire vraiment tout simplement dans la conclusion que la nature changeante du commerce mondial signifie que cette notion de souveraineté du Royaume-Uni promue par l'actuel président, Premier ministre et certains membres du gouvernement, des Brexiteers, n'a plus vraiment de sens.
On peut dire que l'interconnexion des économies signifie qu'il est pratiquement impossible de conserver la souveraineté, compris par ces derniers, tout en promouvant le libre-échange et en soutenant des entreprises multinationales. Donc, les réserves émises par le comité restreint de la Chambre des Lords en 2016, suite au référendum, se sont clairement avérées exactes. Le Royaume-Uni a échangé un type de contrainte sur la souveraineté contre un autre, et nous pourrons même dire, dans certains domaines comme la santé, des contraintes et les effets négatifs peuvent être beaucoup plus importants. Merci. Et puis, juste pour dire que voilà, j'ai mis la référence pour la présentation qui était à l'origine écrite en anglais, donc une publication qui a été publiée à la fin de cette année. Et puis, certaines informations qui se retrouvent aussi dans l'article qui est publié en intervention économique. Voilà, chez vous. Merci. Oui, pardon, merci beaucoup, Louise, pour ta présentation. On va donc cheminer vers une période d'échange et de questions. Si vous voulez ouvrir votre caméra pour poser la question à Louise, ce serait apprécié. Donc, en attendant que des mains se lèvent, je vais peut-être poser une première question. En fait, merci pour la présentation. C'était vraiment très complet. J'ai beaucoup apprécié. La question que j'aurais, et à la fin, tu y as fait un peu écho dans ta conclusion, c'est est-ce que, dans le fond, le message très critique face aux accords de commerce que tu nous proposes, en nous disant que les Britanniques ne pourraient pas retrouver la souveraineté en raison de tous les accords de commerce, est-ce que ce n'est pas un peu le même discours que ceux qui sont favorables au Brexit tenaient? Autrement dit, la critique, toi, parce que je le vois que tu fais une critique plus à gauche, est-ce que, dans le fond, vous ne vous rejoignez pas face à une critique, parce que l'Union européenne, c'était aussi un accord de commerce extrêmement contraignant pour les Britanniques. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même pied ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement différent? Donc, quand vous parlez de gauche, donc sur le spectre politique, en fait, vous dites qu'en fait, c'est dans ce sens-là, en fait, quand vous Oui, ben un peu. En fait, c'est parce que là, on voit que la critique est plutôt par la gauche. Alors, est-ce que ça rejoint une partie de la critique des Brexiters là, sur le retour de la souveraineté face à l'Union européenne? Alors, je dirais, j'étais d'accord avec vous parce qu'effectivement, on a vu avec Corbyn beaucoup de critiques, notamment de l'accord qui a été convenu entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et leaked documents pour dire qu'en fait, finalement, le NHS sera sur la table. Mais très intéressant, en fait, le gouvernement fantôme de la gauche actuelle, donc Labour Party, le porte-parole de Labour Party pour le commerce international, en fait, le secrétaire du commerce international, Labour, si jamais le Labour Party arriverait au gouvernement, est très, très positif sur l'idée de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Peut-être du côté des supporters de Corbyn, c'est autre chose. Ils voient les dangers que je viens d'évoquer. Mais je ne pense pas que c'est forcément un discours, je ne le vois pas forcément d'un discours droite-gauche, sauf évidemment, en fait, le supporter de libre-échange, ça c'est autre chose. Donc, libéral dans le sens économique, certes, mais on voit une partie de la spectrum politique à gauche qui sont toutefois favorables à la libre-échange. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, très bien. Là, je vois que Christian a levé la main. Question pour toi. Merci Stéphane, merci surtout Louise pour votre présentation. Je trouvais ça fort intéressant. C'est un angle que je connaissais un peu mal et donc merci en tout cas pour nous éclairer là-dessus. Je voulais revenir en fait sur la question justement des accords de libre-échange. L'impression que j'ai en lisant pas mal de choses, surtout du côté américain, c'est que le Royaume-Uni a de la difficulté à négocier des accords à l'heure actuelle. Disons-le, l'administration Biden a donné une fin de non-recevoir aux négociations, je dirais de manière très polie, mais même pour le partenariat transpacifique,
on a vu quand même l'Australie réagir assez fortement et s'opposer à ce que le Royaume-Uni adhère. Donc, on a un peu l'impression qu'on a un pays qui est à la recherche de partenaires et qui lance un peu sa ligne à droite, à gauche, sans trop savoir finalement où il s'en va, et sans même avoir de stratégie. Mais je voudrais revenir un peu sur un autre point. Ça, c'est un commentaire, hein, je ne pas nécessairement partagé, mais je voudrais revenir sur un autre point, parce que du côté américain, il y a quelque chose qui est… il n'y a pas de politique claire à l'heure actuelle du côté de la politique commerciale américaine, mais on voit que les choses sont en train de changer beaucoup. Euh, Trump a quand même, je dirais, littéralement bousillé, si vous me permettez l'expression, la politique commerciale américaine en l'orientant vers des dimensions, je dirais, très agressives. Mais il y a quelque chose qui reste encore même dans le discours de Biden, c'est deux choses importantes. D'abord, évidemment, la Chine, qui est devenue une obsession américaine, et on le voit dans les relations avec l'Europe, notamment suite au sommet avec l'Europe en juin dernier, la mise en place d'un comité, d'un nouveau type de coopération qui jongle à la fois avec le commerce, la technologie, la sécurité, la défense. On est en train de chercher une nouvelle formule de coopération qui, à la fois, combine commerce et en même temps stratégie d'alliance face à la Chine. Et l'autre dimension importante qu'on a tendance à l'heure actuelle à ne pas voir suffisamment, c'est la dimension, je dirais, sociale. La nouvelle représentante, le représentant au commerce de Biden, a insisté beaucoup sur les dimensions de travail, les dimensions environnementales, l'égalité raciale, enfin, des domaines qui nous sont familiers, mais qui vont en quelque sorte, qui rejoignent aussi d'une certaine façon le populisme, pas partout, pas pour surtout, mais le populisme de Trump, dans la mesure où il disait lui-même aussi qu'il fallait une politique commerciale qui aille dans le sens des intérêts américains et des travailleurs américains. Et donc, on retrouve ça chez Biden, et ce qui fait finalement qu'on a à la fois finalement une recherche chez eux d'un nouveau modèle de coopération en termes d'alliance, mais également aussi en termes d'adaptation des normes aux réalités économiques modernes, mais également aussi la recherche, dans le fond, d'une stratégie pour introduire plus de social, d'environnement, de démocratie, pas nécessairement dans les accords. Et c'est pour ça que là, on peut avoir certains doutes sur l'idée d'aller de l'avant avec des accords de libre-échange. En sens que, pour moi, peut-être la formule canadienne ou la formule de partenariat offre beaucoup plus de flexibilité pour justement combiner ces dimensions-là. Et alors, face à ça, et ça, je vais terminer là-dessus, pour revenir peut-être sur ces éléments-là, la stratégie de Johnson, qui est quand même un conservateur et qui cherche en quelque sorte, comme je disais tantôt, à trouver des portes de sortie sur le plan commercial, ben, disons que ça ne va pas nécessairement dans le sens des intérêts et de l'approche américaine actuelle. Ça aurait été plus convenable à l'époque de Trump, parce que là, rappelons quand même que le tiers des investissements ou le quart des investissements américains en Europe est en Angleterre, est au Royaume-Uni, pardon, comme le quart des emplois. Donc, c'est quand même un partenaire majeur. Mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas, je dirais, suffisamment de prise, du moins à l'heure actuelle, pour aller de l'avant vers une approche plus originale en matière de défense des droits sociaux, travailleurs, environnement, etc., mais également aussi en faire un partenaire vraiment stratégique face à la Chine notamment. Voilà, c'était quelques remarques et commentaires et questionnements. Donc, c'est très intéressant. Alors, j'espère que je ne vais pas faire des faux pas en parlant de la politique américaine, mais pour commencer, en fait, avec le fait que les difficultés, en fait, des accords actuels. Et tu as mentionné, en fait, l'Australie d'abord. Et puis, effectivement, là où on rejoint les problèmes des accords pour l'Australie, et les États-Unis, c'est sur la sécurité alimentaire. En fait, qu'on voit que les normes sanitaires sont très différentes en Australie et aux États-Unis et le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, pour ces points-là, on est plus… on suit plus le régime européen, avec quelques différences, parce qu'on voit que ça aussi crée des problèmes depuis le Brexit, même entre l'Europe et le Royaume-Uni.
Donc, c'est vraiment le… Et puis aussi, autre chose, c'est la concurrence importante. Donc, le Royaume-Uni, même si l'agriculture ne représente qu'une toute petite partie du PIB, effectivement, on craint au Royaume-Uni une concurrence très importante les agriculteurs britanniques de la part de l'Australie. Donc, je pense qu'en fait, c'est une question de protéger l'agriculture, mais également aussi des questions sur les normes sanitaires des produits agricoles qui fait qu'on avance, on a des problèmes d'avancer avec ces négociations. Bon, le Royaume-Uni a des problèmes de négocier. Aussi, il faut dire que le Royaume-Uni n'a pas négocié des accords depuis l'entrée dans l'Union européenne en 70. Donc, je dirais qu'il y a aussi peut-être un problème au fond de capacité des négociateurs, même si les Britanniques disent qu'ils ont toutes les compétences qu'il faut. Je pense qu'effectivement, il y a un problème, mais il y a un problème de fond sur les termes et notamment dans le domaine agricole. Pour ce qui est, oui, c'est intéressant sur la question de Biden parce qu'effectivement, si j'ai bien compris, alors là, je dirais que je suis moins compétente, mais effectivement, je suis consciente du fait que même si on voit un changement de discours entre Trump et Biden dans le domaine en fait de commerce, vous êtes en train de dire qu'en fait, il y a toujours ces éléments de protectionnisme qui ressortent de la… Je ne parle pas de protectionnisme. Hein. Non, non. Je parle pas, je plutôt la dimension, je dirais, la Chine comme enjeu de sécurité majeur et la défense des droits environnementaux. Donc, ce n'est pas à proprement parler du protectionnisme, c'est plutôt des enjeux stratégiques. Oui, effectivement. Donc, pour ces questions, en fait, qui envoient l'inclusion dans les accords de libre-échange social, l'environnement, égalité, je pense que l'approche est pareille au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Au départ, le Royaume-Uni ne voulait pas c'est ce qu'on appelait le level playing field. Le nom en français m'échappe parce que je l'avais utilisé dans ma présentation, une équitable, level playing field. Là où on voit en fait les mêmes normes au niveau social, environnemental et du travail. Mais effectivement, le Royaume-Uni, au départ, n'était pas en faveur de l'inclusion dans l'accord. Et finalement, le Royaume-Uni a fini par accepter que ce soit compris dans l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais l'argument, comme aux États-Unis, c'est que c'est important d'avoir un niveau de protection pour l'environnement, pour les travailleurs, etc. Mais ça n'a pas sa place dans les accords de libre-échange. Donc, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit sur les États-Unis, mais ça, c'était, à l'origine, c'était les principes du Royaume-Uni qui ne voulaient pas voir ces normes faisant partie des accords de libre-échange. En ce qui concerne l'accord avec entre le Royaume-Uni et les États-Unis, effectivement, les échanges sont très importants. Donc, le premier partenaire des services pour le Royaume-Uni est les États-Unis. Donc, le premier partenaire, 15% des échanges sont faits avec les États-Unis. En revanche, on a vu dans les calculs qui ont été établis dans le document du Department of Trade que les gains d'un accord sont pas très importants, donc moins de 1%. Donc, effectivement, on peut questionner est-ce qu'un accord va vraiment apporter plus, et je pense que c'est sûrement la conclusion du gouvernement, de l'administration Biden. Merci. Je ne sais pas si ça a répondu à… Oui, ben Christian, tu veux-tu une question de relance? Oui. Ben juste,
Parce qu'en fait, je me demande, je réfléchis ouvertement, mais je me demande s'il n'y a pas, depuis quelque temps, vu ce qui se fait, la réaction très négative des opinions publiques face aux accords de libre-échange, les problèmes qui ont été soulevés ces derniers temps avec la sécurité d'approvisionnement, s'il n'y a pas, dans le fond, la recherche d'une formule nouvelle pour peut-être dissocier les questions plus touchées, si vous me permettez l'expression, plus difficiles à traiter des questions commerciales. Et quand je mets les questions difficiles, je mets toutes les questions des normes de travail, l'environnement, l'égalité des raciales, des sexes, la coopération technologique, même la coopération réglementaire. Vous l'avez évoqué tantôt, la question des normes alimentaires, c'est des différences qui sont majeures. Et donc, on essaie d'enfin de trouver, il y a eu la formule des partenariats. L'Europe est allée dans cette direction-là avec une double dimension, un partenariat stratégique plus un accord de libre-échange, mais ça satisfait personne, ça, finalement. Donc, je me demande si, justement, avec le premier sommet qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas la recherche, dans le fond, d'une formule, je dirais pas magique, mais une formule nouvelle qui passerait davantage vers des comités avec des accords particuliers. Je ne sais pas, c'est une réflexion qui est ouverte et dans ce sens-là, ben, je ne suis pas sûr que l'administration de Boris Johnson soit la meilleure personne pour aller dans cette direction-là, vu son statut puis les difficultés qu'il rencontre à l'actuel. C'est comme une sorte d'intuition que je vois apparaître à travers un paquet d'éléments que je vous livre là pour faire discussion, parce qu'à ce moment-là, ça permettrait de sortir de ce débat qui est devenu vide de sens sur les accords de libre-échange pour, en fond, aller dans d'autres directions. On s'occupe du commerce, oui, en même temps, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Et encore une fois, je pense que j'invite les collègues à regarder finalement cette nouvelle formule là, de conseil de coopération technique et de sécurité, ou non, je ne sais plus exactement, technologique et de sécurité, qui est mis en place à l'heure actuelle du côté européen et qui me rappelle d'ailleurs les comités que les États-Unis ont mis en place en matière réglementaire avec le Canada ou avec le Mexique. Non, c'était juste... Je ne sais pas si j'ai une réponse à cette question qui est aussi élaborée que votre suggestion, mais je dirais que je suis tout à fait d'accord qu'en fait, les normes sanitaires qui ont déjà établies entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont suffisantes. Est-ce qu'un accord de libre-échange apporterait autre chose? Est-ce que s'il y a des normes sur l'environnement, sur les questions de gender, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Comment on peut vraiment appliquer les principes réellement des choses qui, en fait, qui vont au-delà de ces accords de libre-échange? Oui, effectivement. Et je vous rejoins sur les questions mais bon, je l'avais montré très brièvement, en fait, les discours de Boris Johnson, mais dans le discours, on voit très bien qu'il n'a aucune idée de ce que représentent non seulement les accords de libre-échange, mais aussi le commerce international. Voilà, je pense... Vous avez entendu l'histoire de Peppa Pig, et en fait, il n'a non seulement pêché une fois, mais dans d'autres circonstances, il a répété un peu le même discours, mais devant les experts en commerce international aussi. Donc, je pense qu'effectivement, on a, avec le gouvernement actuel, réfléchir sur un nouveau système qui peut vraiment encadrer et améliorer les échanges entre pays sans les désavantages que je viens d'annoncer dans mon papier est un peu illusoire. OK, merci. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une question? Sinon, je peux en lancer une. Pourquoi il n'y a pas de négociation entre le Canada et la Grande-Bretagne en ce moment? Est-ce que c'est parce que les Britanniques ont déposé une demande pour se joindre au partenariat transpacifique, qu'on attend le résultat ou...
Ou le Canada n'est pas assez Si, important? si, justement, j'ai regardé un petit peu, parce que je me suis dit, c'est très intéressant. Donc, le Canada, je l'ai annoncé, et en fait, quand on voit les discours, et même c'est plébiscité par le peuple britannique, le Canada est quand même dans la liste des pays où plébiscité pour les accords commerciaux. Alors, il y a eu le Rollover Agreement, donc c'est en fait d'avoir exactement les mêmes conditions que, de commerce entre le Royaume-Uni et le Canada qui existait auparavant quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne. Et là, justement, ils ont lancé les négociations. Alors en avril, donc, en fait, ils vont formally commence the negotiations of a comprehensive bilateral free trade agreement en avril 2022. Et il y a déjà eu des consultations au Canada sur ces questions et les priorités du Canada. Donc, en fait, si c'est une priorité, alors, c'est une priorité pour le Royaume-Uni, mais là encore, je dirais, comme pour les États-Unis, je pense que c'est une moindre priorité pour le Canada. Parce que bien sûr, votre partenaire, c'est les États-Unis. Ben oui. Et il faudrait voir, en fait, à chaque fois qu'un accord est mis en place avec d'autres partenaires, de ne pas mettre en question, en fait, la relation avec les États-Unis. Le Royaume-Uni a très brièvement, il y avait un bruit comme quoi ils voulaient, they wanted to apply to the USMCA. Mais c'était vite, mais c'est ridicule, il n'y a aucune possibilité, donc on n'en parle plus de ces questions-là, mais effectivement, le Canada est tout de même une priorité pour le Royaume-Uni. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question autour de la table? Ah, il faut ouvrir votre micro. Oui, Allez-y, M. Carmel, allez-y. bonjour à tous. Donc, moi, j'ai une question. Donc, déjà, je commence par féliciter l'intervenante. Alors, je ne vous ai pas suivi en introduction, mais je me permets quand même de poser la question consistant donc, à savoir si vous, votre regard par rapport on va dire, à l'ambition affichée par la Grande-Bretagne, donc, qui veut continuer donc, les partenariats qui existaient donc, avant, donc certains donc, existent encore entre l'Union européenne et certains pays, notamment les pays qui sont des ex-colonies britanniques. Donc, je veux parler des accords de partenariat économique que la Grande-Bretagne donc, a entrepris de négocier, voire de renégocier avec certains États, donc le Kenya, Madagascar, le Nigeria ou le Soudan, par exemple. Est-ce que vous abordez également cette actualité? Et il faudrait également là préciser que il y a une année a eu lieu à Londres un sommet historique entre la Grande-Bretagne, donc réunissant donc, le Premier ministre Boris Johnson et les chefs d'État et de gouvernement d'une dizaine de pays africains dans ce sens. Oui, merci. Alors, c'est vrai que dans les discours, la priorité était effectivement les pays de l'Angleterre, mais aussi les pays émergents. Et le Royaume-Uni, comme peut-être moins que la Chine, mais il voit une priorité dans les pays émergents de l'Afrique comme une potentielle. En revanche, pour une grande partie des pays, en fait, pour la priorité, c'est en fait l'avantage comparatif du Royaume-Uni, c'est les services. Donc, il y aura juste très peu de partenaires afin de faire des échos où ils pourraient augmenter le commerce des services. Donc, en fait, ça, c'est
peut-être le premier problème. Mais je dirais dans le discours, effectivement, quand on voit les priorités dans les pays émergents, on voit toujours apparaître donc, la Chine, l'Inde et quelques membres, mais plus développés avec les économies, les premières économies du monde, qui sont toujours cités, qui sont effectivement prioritaires. Ce qu'ils ont fait, ils ont quand même fait ce qu'on avait appelé le rollover, donc d'avoir le même accord qui existait auparavant avec une tiers pays qu'ils avaient avec l'Union européenne. Et là, ça consiste à 70 pays, dont certains pays qu'on considérait en voie de développement. Donc, ces accords existent. Je dirais que c'est moins une priorité que les pays de l'anglosphère. Donc, on avait parlé, j'avais parlé dans ma présentation des États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et dans les pays émergents, on voit plus la Chine et l'Inde. Cela étant dit, les investissements déjà dans les pays l'Afrique sont importants, notamment en Nigeria, Niger, donc les forces économiques du continent Afrique. Merci beaucoup. Mais c'est une question importante et ça a été très peu abordé en fait par les chercheurs. J'ai lu un seul papier, mais il y avait des problèmes. Les problèmes, c'est toujours certains pays où en voie de développement, les problèmes d'infrastructure, le développement des services ou le commerce de services où le Royaume-Uni a une force par rapport à un exportateur de biens. Donc, il y a toujours ces problèmes-là qui sont effectivement évoqués dans les questions des accords avec le continent. Il y a une question dans la section discussion, je vais te la lire si tu ne la vois pas. C'est écrit, donc c'est Jean-Noël Bérubé qui nous pose la question. En dépit du contexte politique et des sanctions économiques actuelles à court ou moyen terme à l'égard de ces pays, en particulier de la part des États-Unis, des accords bilatéraux distincts plus flexibles et plus faciles à mettre en œuvre rapidement avec la Russie et la Chine sont-ils envisageables dans l'avenir? J'imagine pour le Royaume-Uni. Pour le Royaume-Uni, alors il y a eu un backlash pour des questions en fait des droits humains avec la Chine. Donc c'est vrai que ça a été une priorité établie non seulement par Boris Johnson, mais d'autres membres du gouvernement du passé, parce que bien évidemment, les forces de la Chine. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement ces problèmes des droits de l'humain et toutes les questions. Donc, si le Royaume-Uni, comme la priorité est bien évidemment toujours l'Europe, les États-Unis, il ne faut pas qu'en liant des accords avec la Chine ou la Russie, qu'il y a mise en question en fait des accords déjà signés avec l'Union européenne ou qui sont en cours avec les États-Unis, qui pourraient mettre en question en fait les accords actuels, parce que, comme on avait dit, si on dévie loin des normes et des contrats qui ont été accordés avec l'Union, il y aura des sanctions, mise en place des contrôles des droits de nouveau. Donc, c'est vrai que dans le discours, la Chine est vue comme une priorité. Dans les faits, pour l'instant, en fait, les négociations n'ont pas beaucoup avancé, disons. Et la Russie, je n'ai pas vu pour l'instant que c'est une priorité pour le Royaume-Uni. Mais c'est une question intéressante. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dernière chance. Sinon, je vais donner la parole à Michel pour qu'elle nous parle de la conférence qui s'en vient, puis pour remercier notre invité. Donc, Michel, la parole est à toi.
Oui, bonjour tout le monde. Merci, Louise. C'était vraiment très intéressant. Cette série de conférences, ça sert justement à partager les projets de recherche qui sont en cours et favoriser les échanges et éventuellement les synergies, favoriser les synergies dans le futur, les collaborations futures entre les membres. Je vous rappelle qu'on est une équipe de recherche financée par le FRQSC, donc encore pour 2 ans. On a un financement. Donc, c'est un peu mon travail que de faire une programmation pour favoriser ces échanges. Donc, je voudrais remercier Louise d'avoir participé à nos efforts de recherche. Et j'espère qu'il va y avoir justement des suites par rapport à tout ça. Moi, j'ai pris des notes, je n'ai pas posé de questions, mais je suis en train de lancer un projet de recherche sur la concurrence et le commerce. Donc, c'est mes anciennes amours, là, mes anciennes passions, mais donc, je vais revenir certainement vers toi concernant cette chose-là. Et on continue aussi à travailler sur les questions de Christian portaient sur le développement, le commerce soutenable avec toutes les nouvelles questions de l'environnement, du travail. Et la prochaine conférence qui est exactement dans 1h30 à midi, donc jusqu'à 2h. C'est Sandra Polaski qui va nous parler justement de ce chapitre dans la CEUM, l'accord Canada, États-Unis, Mexique, ce chapitre sur le travail. Et il y a eu des développements très, très intéressants avec l'annexe qui visait donc la création d'un Rapid Response Mechanism, le mécanisme de réponse rapide. Et il y a eu 2 cas très intéressants. Et aussi, au-delà de ce mécanisme, il y a eu beaucoup de changements au niveau du marché du travail et les lois sur le travail au Mexique depuis quelques temps. Donc, ça sera très intéressant. Donc, je vous invite à aller sur le site du CIM, vous inscrire très rapidement avant midi, peut-être prendre une bouchée entre les deux. Voilà, est-ce que j'ai oublié? Ou pendant. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais en tout cas, je voudrais remercier aussi toute l'équipe technique. C'est pas facile d'être toujours à l'affût, puis techniquement assuré. Puis aujourd'hui, cette semaine, je n'avais pas vraiment regardé les détails techniques. Puis je suis très contente de savoir qu'on est très solide. Donc, je remercie Éric Boulanger et aussi Alexandre Moreau, Charlotte Bergeron, qui ont assisté à l'organisation, la logistique de cette conférence. Voilà. Merci beaucoup, Louise, puis à bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye. Bon appétit. Merci Stéphane pour la présidence. Et Christian pour ses questions. Et tous les